professeur Ramadan. Je suis d'ores et déjà un peu embarrassé puisque, plus que des divergences, ce sont des convergences que je vois chez vous, sachant que M. Asquin anticipait avant l'activité en me disant que les points de vue seraient relativement en contraste. Je me demande bien comment je vais faire pour dynamiser la discussion, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Pour conclure cette première partie de séance, je cède la parole à M. Asquin. Je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Comme vous l'a dit le Président tout à l'heure en me présentant, je ne suis certainement pas le plus jeune d'entre vous. J'ai une certaine expérience de la maison. J'y suis entré comme étudiant en 1960, j'y étais prof en 1970. Je dirais, je n'avais que 28 ans, mais faites 27 ans, faites le compte, vous aurez mon âge. J'ai donc vécu beaucoup d'événements dans cette maison et j'ai été poste dangereux s'il en est, vice-recteur aux affaires étudiantes pendant 5 ans, doyen de faculté et entre 1982 et 1995, recteur et président du conseil d'administration. Donc ça fait un bail. Et ce sont des événements qui sont passés à une période charnière parce que moi je vais quitter les spéculations philosophiques, n'est-ce pas, auxquelles nous avons eu droit pendant, avec brio d'ailleurs, pendant 40 minutes, pour vous parler tout de même, puisque c'est une des questions qui est posée et que c'est une des interpellations permanentes qui est lancée à l'Université de Bruxelles, tout de même depuis une quinzaine d'années. Qu'est-ce que c'est qu'une université du libre examen? Et est-ce que l'Université libre de Bruxelles est toujours une université libre du libre examen, ouverte à toute une série de convictions ou de confessions religieuses? Je voudrais revenir sur ces points-là et illustrer tout de même le propos en ne me cantonnant pas dans des déclarations de principe, mais tout de même en abordant un certain nombre de questions particulièrement concrètes et qui se posent, ne fût-ce que pour l'enseignant d'université du libre examen. Est-ce qu'on peut enseigner n'importe quoi? Ma réponse est non, et je vais y revenir dans quelques instants. D'abord, de Charneux y a fait allusion. C'est vrai que le principe du libre examen est un principe d'origine protestante, qui se développe à la fin du XVIIe, à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, qui vient des milieux genevois et vaudois, puis se répand dans la France de l'Est et en partie en vallée rhénane. Et c'est d'abord quelque chose de purement religieux. C'est la revendication de la liberté d'interprétation des Écritures saintes, je vais dire du côté chrétien, évidemment. Et de là, on passe à un principe beaucoup plus général, un principe philosophique plus général, qui est de la liberté de critique, la liberté d'interprétation tout court. Il n'y a pas de tabou. Tout est sujet à caution et à remise en question. Et cette philosophie va pénétrer en Belgique, en France aussi, dans les années 20 et 30 du 19e siècle, le libéralisme et la franc-maçonnerie. Et je rappelle que l'Université de Bruxelles a été créée par des francs-maçons, mais je rappelle aussi que ces francs-maçons sont croyants. Ils sont catholiques pratiquants. Donc, ça vous éclaire déjà sur ce que peut être, n'est-ce pas, le libre examen. Et qu'il n'y ait donc pas, en la matière, de confusion ou d'anachronisme, en projetant dans le passé, voire dans le présent, des périodes qui peuvent s'expliquer, et je reviendrai dans quelques instants. Donc, l'Université libre de Bruxelles, lorsqu'elle est fondée en 1834, est une université du libre examen qui est composée exclusivement de professeurs chrétiens, voire catholiques, et vous avez vers 1870 des recteurs de l'ULP catholiques qui vont à la messe à Sainte-Gudule tous les dimanches. Ça peut paraître surprenant par rapport à l'image qu'on se fait de l'ULP, mais c'est une réalité. Donc, il faut se souvenir de cela. Donc,
la croyance, la conviction qui est personnelle, qui est propre à l'individu, qui relève de sa conscience, est une chose, je vais dire, la pratique du libre examen, de la critique, l'enseignement de la science et d'un savoir en perpétuel devenir, en perpétuelle évolution, est une autre chose. Et c'est sur ces principes-là que l'université et qu'elle a vécu. Et puis, vous avez un problème qui est spécifique à l'histoire de Belgique, à savoir que le catholicisme et l'Église catholique a été très politisée, la franc-maçonnerie l'a été aussi, elle a été en quelque sorte un laboratoire de pensée du libéralisme au XIXe siècle, de même que l'Université de Louvain a été un laboratoire de pensée et des milieux catholiques pour l'Église catholique et le Parti catholique. Vous aviez là donc véritablement des fusions intimes, et donc par conséquent, le débat philosophique est devenu rapidement un débat philosophico-politique qui s'est envenimé, qui s'est aggravé au fil des décennies en fonction des problèmes qui pouvaient se poser. Et donc, il y a eu une rupture, en quelque sorte, avec le monde catholique, et c'est vrai qu'à partir des années 1860 et 70, pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, il y a eu, au sein de cette université, une conviction de plus en plus répandue selon laquelle il pouvait y avoir une antinomie absolue entre, d'une part, la science et la raison, et d'autre part, la foi et l'appartenance à une religion. Mais en fait, quelle était la religion? La religion catholique, exclusivement. Et je veux tout de même rappeler qu'il y a toujours eu, à l'Université libre de Bruxelles, dans le corps enseignant, des protestants, pratiquants, qu'il y a eu dès la fin du XIXe siècle des professeurs juifs et qui allaient à la synagogue. Ce sont des choses qui se sont pratiquées régulièrement, mais il y avait une exclusive à l'égard des catholiques en raison d'éléments très spécifiques à l'histoire politique de la Belgique et à des prises de position romaines, je vais dire, très particulières au XIXe et au début du XXe siècle. Donc, il faut se souvenir de ça. Il y a donc, et j'ai vécu personnellement un certain nombre d'événements comme vice-recteur ou comme doyen de faculté. Exemple, contrairement à l'idée que l'on se fait d'université, du libre examen, où nécessairement on est athée. C'est évidemment absurde. Vous savez, si vous faites, à mon avis, un sondage d'opinion parmi le corps enseignant de l'Université de Bruxelles, ben, vous arriverez à la conclusion que l'athéisme est nettement minoritaire comme il l'a toujours été. Et il y a eu des débats au sein de cette institution. Exemple, au début des années 70, sur la question de l'avortement et de l'interruption volontaire de grossesse. Il y avait eu des problèmes, je vais dire, très, très importants, dans la mesure où un de nos professeurs de médecine était accusé d'avoir pratiqué illégalement un certain nombre d'avortements dans une clinique universitaire à Namur. Est-ce qu'on vote des motions? Est-ce qu'on ne vote pas? Je me rappelle, jeune professeur, secrétaire, comme j'étais benjamin de la faculté, j'étais chargé de faire le secrétariat des conseils facultaires, n'est-ce pas, et des commissions spéciales des facultés, boulot toujours agréable, on sait bien, ça n'a pas changé. Et je me souviens avoir vécu des débats extrêmement intenses, où un certain nombre de collègues de la faculté qui étaient croyants, certains étaient d'ailleurs protestants, étaient calvinistes, et ne s'en cachaient pas, refusant de participer à ce genre de discussion, disant non, nous sommes contre l'interruption volontaire de grossesse. Je dirais que, jeune franc-maçon à l'époque, j'ai parcouru la Belgique, et je peux vous dire que s'il y a bien un endroit où il n'y avait pas unanimité, où il y avait des débats extrêmement vifs sur la question, mais en toute liberté intellectuelle, c'était les milieux de la maçonnerie belge. Donc, là, c'est ça aussi le libre examen.
mais qu'il y ait eu, qu'il y ait encore aujourd'hui des traces de ce sentiment qui ne s'est pas contenté d'être anticlérical. Et je distingue, et il faut distinguer soigneusement l'anticléricalisme de ce que j'appellerais l'antireligion. L'anticléricalisme, c'est le refus de ceux et de celles des institutions qui s'arrogent ce que j'appellerais l'orthodoxie ou la légitimité du discours vrai. Ça, c'est l'anticléricalisme. Et il faut se souvenir qu'il y a des églises, oui, établies, des églises religieuses, mais qu'il y a eu de grandes églises séculières aussi qui ont pratiqué allègrement le cléricalisme au XXe siècle en particulier. Donc, moi, je revendique ma situation d'anticlérical. Mais j'ai eu une éducation très religieuse, et je vais donner beaucoup d'entre vous. Ma mère a même donné des cours de religion. J'ai été à la messe tous les dimanches jusqu'à l'âge de 14 ans. J'ai fait toutes mes classes. J'en connais un bout en la matière. Mais oui, je me suis détaché de tout cela et je suis devenu indifférent. Je voulais dire par là que dans une université comme celle-ci, j'ai été confronté quand j'étais vice-recteur à un certain nombre de questions. Parce que il y avait dans les années 80, 90, comme il y a encore aujourd'hui au sein des milieux laïcs, et je reviendrai sur ce qu'il faut entendre par laïcité, ou sur ce que l'on peut entendre par laïcité, parce que c'est intimement mêlé à la conception que l'on se fait aussi de l'examen. Il y a toujours eu, effectivement, des gens assez radicaux, j'ai dire allergiques à toute forme de croyance ou de religion, et qui estiment qu'il y a là une incompatibilité fondamentale. Je ne suis pas de cet avis, certains s'en sont déjà expliqués, je n'y reviendrai pas. Et nous avons eu un problème dans les années 80. En 2 mots, je suis recteur et je reçois l'ambassadeur allemand de l'Ayatollah Khomeini, qui me demande à pouvoir inscrire à l'université de Bruxelles un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes. On discute, un monsieur très cultivé d'ailleurs, on discute pendant 1 heure. Je lui rappelle ce qu'est l'université, qu'il y a tout de même des excès, du prosélytisme et des choses qui sont inacceptables sur un campus universitaire. Et puis, j'en parle à mes collègues recteurs, et j'étais Benjamin, j'étais à l'époque de Monseigneur Massot, à Louvain, Trois-Fontaines, à Namur. Cher ami, bonne chance, je vais le dire vulgairement, démettez-vous, c'est pas mon problème, n'est-ce pas? Je revois l'ambassadeur de Khomeini, je marque mon accord, à condition qu'il y ait des balises, puis je passe les détails. Nous avons des étudiants, une vingtaine d'étudiants, dont beaucoup sont destinés à la faculté de médecine. Les cours ont commencé depuis 1 mois, quand je reçois une délégation de professeurs indignés qui viennent m'expliquer qu'il y a une grande atteinte au principe du libre examen parce que ces étudiants iraniennes, d'abord, je ne comprends pas de la messe, ce sont au premier rang, elles sont très studieuses, mais portent le foulard. Ils sont scandalisés. Je tiens bon, je dis pas question. Ils reviennent 1 mois après, pas question. Ça prend tellement d'ampleur qu'à un moment, je décide de réunir une assemblée générale de la faculté de médecine, tous les profs et les assistants, pour leur expliquer pourquoi, au nom du principe du libre examen, qu'à mes yeux, ça ne viole pas le libre examen, ça ne viole pas ce qu'est l'université de Bruxelles, de porter le foulard. Et je dirais que pendant 20 ans au moins, il n'y a jamais eu de problème sur ce campus universitaire. Non pas que je trouve personnellement que le foulard soit nécessairement un signe d'émancipation, mais ça relève de la liberté. Je vois qu'il me reste 5 minutes pour conclure. Je voudrais dire ceci. Le libre examen accepte, et cette université est tolérante,
elle est ouverte, elle accueille toutes les convictions. C'est ça. Mais le libre examen, ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. D'abord, c'est le respect de l'autre. Votre liberté s'arrête là où commence cette vie. Deuxièmement, quand vous faites le choix du métier de chercheur et de scientifique, vous n'êtes pas là pour enseigner ce qui est contraire à la science. Parce que si on s'en était tenu à ce refus d'aller à l'encontre parfois des opinions dominantes dans le monde religieux en Belgique à l'époque du catholicisme triomphant par exemple, on n'aurait pas enseigné l'évolutionnisme. Il n'y aurait pas eu, quand on voit le développement des neurosciences et des biologies contemporaines, avec la contraception d'abord, il a fallu mener un grand combat pour avoir la contraception, il a fallu mener un grand combat pour l'interruption volontaire de grossesse, pour la fécondation in vitro, etc., etc., etc. Le principe du examen, ce n'est pas s'en tenir à des principes éthérés, c'est aussi la pratique scientifique, la pratique de la recherche et de l'enseignement dans une université. Et l'université, c'est d'être ouvert à l'évolution des mœurs, à l'évolution de la science. Et donc, ce libre examen-là, évidemment, il est radicalement en opposition avec toute forme de fondamentalisme ou de littéralisme. Et je rassure, il y a un fondamentalisme catholique, il y a un fondamentalisme évangélique, il y a un fondamentalisme islamique, il y a un fondamentalisme judaïque, bouddhique, mais aussi un fondamentalisme laïque. C'est évident, et qu'on ne vienne pas me dire mais non, le Coran dit que, la Bible dit que, etc., etc. Tout ça, c'est grand. Il y a la pratique, et puis il y a les interprétations qui sont personnelles, et je veux dire, nous ne sommes pas là pour closer. Je crois qu'il est important, c'est de retenir simplement un certain nombre de principes qui me paraissent élémentaires dans une société ouverte et démocratique. Alors la laïcité, pour moi, elle ne s'entend pas, parce que le libre examen, il ne peut se concevoir que dans un contexte beaucoup plus large. Alors ce n'est pas nécessairement la laïcité à la française, la laïcité à la turque, la laïcité à la belge. On pourrait peut-être définir la laïcité comme étant peut-être un État qui... Qu'est-ce que c'est que l'État laïque? C'est l'État où il y a une forme de séparation, oui, de l'État et des églises. Ça veut dire quoi? Que l'État n'exerce pas de tutelle sur les églises. Elles sont libres, mais que les principes des églises ne sont pas nécessairement les principes de l'État. 2, c'est le respect des libertés fondamentales. 3, c'est la non-discrimination. C'est-à-dire, par exemple, l'égalité homme-femme. Ça, c'est aussi une manifestation de la non-discrimination. Et si vous prenez ces trois éléments qui, à mes yeux, doivent caractériser la laïcité par-delà toutes les différences nationales et historiques que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, eh bien, vous constaterez que cet État laïque, il se confond avec une conception saine de la démocratie, et le libre examen tel que nous pouvons l'entendre et tel que nous l'entendons à l'Université libre de Bruxelles s'inscrit dans ce contexte général. Je remercie le professeur Asquin pour son exposé qui a le mérite, je pense, de nous permettre de plus facilement entrer dans la dynamisation du débat. Avant quoi, les organisateurs ont assisté à mon égard pour que nous fassions quand même une pause, mais 10 minutes ce sera trop long puisque nous mordons déjà sur notre timing, et donc je propose une petite pause de 5 minutes pour les urgences extrêmes, suite à quoi nous reprendrons deux petites annonces. Les personnes qui souhaitent sortir doivent le faire avec leur ticket si elles veulent rentrer à nouveau. Deuxième petite annonce,
N'hésitez pas, me disent les organisateurs, à passer au buffet organisé par l'association d'Apayo, qui organise des projets de développement au Sénégal. Et évidemment, après la pause, le débat. À tout de suite.